Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va? Hop, qui d'abord? Ça va? Vous êtes en forme? Ouais. On va passer une bonne après-midi ensemble? Bon, super. Il y a quoi? Il y a du maillot de foot, il y a du FCR là? Il y a quoi comme sport du coup là à peu près? Du foot? Qu'est-ce que vous faites comme autre sport là? Du gym? Judo? Rugby? Oh, t'es dans l'élément là alors. Ça te parle? Et toi tu fais quoi du coup? Judo aussi. Ok. Bon, je vais essayer de pas trop vous énerver du coup. Salut Alexis. Bonjour Gersand. Ça va? Et toi? Ouais, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On a choisi 12 enfants qui font partie du territoire sur des sports différents, ils te l'ont dit. Le but de cet après-midi, c'est qu'ils puissent te poser plein de questions à toi, le grand champion. Ok. Et puis qu'on soit vraiment dans un moment de partage. Et puis on peut tout dire à toi. On peut tout dire. Problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Bon, alors je te propose qu'on prenne place. Ouais. Et puis qu'on passe cette heure de découverte avec Alexis en quinquant. Ok? Ça vous va? Allez, go. Allez. On y va. Oh man, oh. T'as pris le micro, t'as envie de commencer alors. Alors Alexis, vous le connaissez, vous l'avez sans doute vu avec un drapeau notamment, avec plein de médailles, c'est certain, et il a gagné quand même les Jeux Olympiques, c'est la classe en plus à Paris, chez nous. Tu vas nous en parler, je pense, parce que c'est quand même un moment Ouais, c'était vraiment. inoubliable. Ouais, c'est inoubliable, complètement. C'était hors du temps, c'était magique, féerique. Voilà, je vous souhaite de vivre des émotions comme j'ai pu les vivre, ça c'est sûr. Il y a un avant, il y a aussi un après, donc ce serait important aussi que tu nous en parles. Bien sûr. Et puis bah aussi toi, comment on devient un grand champion, ça se fait pas comme ça. C'est Non. aussi dû à des moments de vie, c'est beaucoup de courage, donc je pense qu'ils seront preneurs de ton témoignage. Ouais, avec plaisir. Qui veut commencer? C'est dur de commencer, donc c'est moi qui vais devoir dire. Alors pif paf pouf. On va commencer avec Amaury. Amaury, je te donne le micro. Allez. Amaury qui fait du judo. Tu me dis, hein, si je me trompe, faut pas hésiter. Moi, ce serait pour savoir, est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou pas? C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, le Crédit Agricole, par exemple, est un de mes sponsors. Donc oui, ça me permet de vivre de ma passion. Ce qui est difficile dans le monde paralympique, c'est qu'en fait, on n'a pas de prime de résultat. En fait, aujourd'hui, je suis 8 fois champion d'Europe, 8 fois champion du monde, ça m'a rapporté 0 €. La seule prime qui ramène vraiment de l'argent, c'est la prime donc, sur la médaille olympique, la médaille paralympique. Donc là, on a les mêmes résultats. Et donc après, c'est à moi de constituer un giron, entre guillemets, économique autour de moi, donc des entreprises qui viennent m'apporter un petit peu d'argent pour que je puisse justement en vivre le plus décemment possible et aussi me préparer au mieux possible parce que du coup, ça veut dire que de temps en temps, il faut partir en stage, de temps en temps, il faut aussi changer les équipements, etc. Donc voilà, c'est pas toujours très simple et le début est assez compliqué, mais après, voilà, on essaye de tisser des liens aussi avec les entreprises pour que pérenniser ça et que ça soit le mieux possible. Est-ce que tu avais une autre question? Ouais, aussi pour savoir quand tu t'entraînes, si tu t'entraînes avec des personnes qui ont un handicap comme toi ou avec des personnes valides. Alors moi, c'est une bonne question aussi. Je m'entraîne toujours avec des gens normaux. En fait, moi, aujourd'hui, le handicap, j'ai jamais cherché à être que dans un monde handicapé, entre guillemets. Quand j'ai commencé le triathlon, j'ai pas cherché à me dire est-ce qu'il y a un club qui va accueillir une personne en situation de handicap. En fait, j'ai cherché un club. Et en fait, c'est ce qui me plaît de casser les barrières. J'ai pas envie que on mutualise les gens les uns avec les autres. En fait, on est tous censés passer du temps ensemble et tous censés, en tout cas, essayer de profiter un maximum et on apprend tous des uns des autres. Et donc, moi, j'ai été le premier triathlète à faire du triathlon dans le coin avec une prothèse. Et en fait, même mon coach, au départ, il me disait c'est la première fois que je vais entraîner un gars comme toi. Et je dis mais non, je suis un gars comme tous les autres. Donc, tu m'entraînes comme les autres. Et en fait, on a très vite compris que oui, c'était une petite différence, mais finalement, on l'oublie très vite parce que moi, je donne le meilleur de moi-même quand je m'entraîne. Et donc, voilà, handicap, pas handicap, moi, je veux être le plus fort. Donc, les mecs qui viennent s'entraîner avec moi, je leur en fais baver un maximum. Et du coup, je n'en vois pas beaucoup, du coup, parce qu'ils en ont marre. Léonie, vas-y, je t'en prie.
À quoi ou à qui pensez-vous quand vous entendez la Marseillaise? La Marseillaise, ça fait penser à beaucoup, beaucoup de monde parce que c'est une fierté vraiment. Moi, j'ai mon grand-père qui est plus de ce monde, mais qui a combattu pour la France, tu vois, donc j'ai toujours une pensée pour lui. Une pensée pour mes enfants aussi, pour leur transmettre justement la passion de ce drapeau bleu-blanc-rouge, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour ce pays, pour ce drapeau. Donc voilà, moi je contribue à ma façon. Alors ça reste que du sport, hein, mais en tout cas j'essaye d'élever ce drapeau bleu-blanc-rouge le plus haut possible et avec beaucoup, beaucoup de fierté. Et aussi d'humilité, parce que j'oublie pas voilà, que j'ai la chance de pouvoir le faire, mais tout ça, ça reste du sport et ça reste éphémère, donc il faut en profiter un maximum. Tu avais une autre question? Vas-y. Combien d'heures par semaine faites-vous pour avoir votre niveau? Alors le triathlon, on s'entraîne un peu plus. En fait, ça dépend des conditions météo. Forcément, l'hiver, il fait un peu plus froid, il fait un peu plus nuit tôt, donc on s'entraîne un peu moins. Je m'entraîne autour de 20-25 heures l'hiver. Et l'été, là, je suis entre 30-35. Et j'ai battu il n'y a pas longtemps mon record en stage. J'ai fait 40 heures d'entraînement par semaine. Donc là, ça commence à faire des beaux volumes. Pour vous donner une idée, en fait, en natation, c'est minimum 30 km de natation par semaine. En vélo, c'est 400-450 km. Et en course à pied, c'est environ une soixantaine de kilomètres. Et ça, toutes les semaines. Voilà. Il y a 3 semaines de pause dans l'année où je fais pas de sport. Mais sinon, toutes les semaines, c'est à peu près ces volumes-là, quoi. Ça fait du bien de faire une pause pendant 3 semaines? Ça fait du bien de faire une pause pendant 3 semaines. La première semaine, on est vraiment content, on sent qu'on en a besoin. La deuxième semaine, on commence à être un peu à cheval entre les deux en se disant ça fait du bien, mais ça va faire mal quand on va reprendre. Et la dernière semaine, en fait, on n'a aucune envie, c'est de reprendre parce qu'on sait qu'on va prendre cher en reprenant. Donc voilà, c'est toujours un peu paradoxal. Oui. Elliot? Qui ou quoi vous donne cette force d'avancer avec votre handicap pour être le meilleur? Bah, naturellement moi, parce que je vais toujours de l'avant. En fait, j'ai un tempérament à toujours vouloir aller de l'avant. Indirectement, je me suis rendu compte que je devenais aussi un exemple pour beaucoup de gens qui s'identifient à moi, des gens qui sont aujourd'hui en situation de handicap et qui ont du mal à justement sortir de chez eux, se confronter au regard des gens. C'est jamais forcément facile. Bon là, je suis avec un pantalon, mais c'est sûr que si j'étais arrivé en short, bah tout de suite, forcément, c'est quelque chose que vous allez voir et que vous allez constater. Et autant vous le savez de base et vous allez très vite faire passer à autre chose. Mais autant quand les gens le savent pas, bah, y en a beaucoup qui bloquent assez longtemps dessus. Et en fait, c'est juste un peu dommage parce que une fois qu'on sait qu'il y a une prothèse au niveau de la jambe, bon, on n'en voit pas tous les jours, d'accord, mais après, il faut faire autre chose. Si moi, j'en vois un avec une différence particulière, je vais pas bloquer dessus tout le temps parce que sinon, c'est un coup à mettre mal à l'aise la personne. Donc voilà, je pense que l'handicap en sens général, c'est ça, c'est essayer de prendre un tout petit peu de recul et de se dire que bah, finalement, ça reste une personne comme une autre et il faut essayer de le gérer au mieux. Donc voilà, en fait, j'essaye moi-même d'être hyper exigeant envers moi-même et puis si justement ça peut donner envie à certains de faire du sport, de voir des gens, etc. Bah voilà, c'est cool. Donc je le fais aussi un peu pour eux. J'ai une deuxième question. Avez-vous fait un autre sport avant le triathlon? Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Moi, quand j'avais vos âges, je faisais du basket parce que du coup, comme je faisais 1m95 à peu près, il fallait s'en servir. Donc j'ai joué pas mal au basket. Et puis sur le tard, j'avais un copain qui faisait de la boxe américaine. Et j'avais toujours été attiré par ce sport de combat. Ça vous parle un petit peu, le judo et du coup, voilà, j'ai commencé la boxe un peu sur le tard, mais c'est un sport qui m'a beaucoup apporté. Et je suis devenu champion de France de full contact, donc au bout de 5 ans de pratique. Et puis, en fait, je suis champion de France en mai 2010 et je me fais accidenter en août 2010. Donc voilà, c'est un sport que j'ai naturellement arrêté parce qu'en fait, aujourd'hui, je pourrais boxer. Alors plus avec les pieds forcément parce que sinon ils auraient vraiment mal. Mais je pourrais toujours boxer un peu avec les poings et en fait, moi je suis vraiment un compétiteur, je suis un sportif compétiteur. Je fais pas du sport pour du loisir et voilà. Moi il faut qu'il y ait de la compète et il faut voilà. Et donc n'ayant plus cette capacité, cette possibilité de faire de la compète en boxe, et je me suis dit on va changer de sport quoi. Mais ça me manque un petit peu. Comment t'as choisi du coup? J'ai choisi le triathlon parce que justement personne n'aurait pensé que c'était un sport pour moi.
parce que amputé avec l'accident, parce que trop grand, parce que un peu trop lourd potentiellement, et parce que justement on m'a fait comprendre que c'était pas pour moi, qu'en fait j'ai dit je vais prouver le contraire, parce que je suis un peu têtu quand même. D'accord, Ouais. c'était un challenge en plus, quoi. Exactement. En fait, j'avais envie de me prouver à moi et prouver aux gens que finalement, quand on a une idée derrière la tête, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Et justement, parce qu'on te dit que c'est une mauvaise idée, en fait, il faut vraiment essayer de faire comprendre et essayer de faire passer que ça soit une bonne idée. Ah, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est facile. Ah non, il n'y a rien de facile, mais On encore se une dit, fois... si on veut vraiment, on peut y arriver. Si on veut vraiment, on peut y arriver, mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Tout ça, tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai été entouré, on m'a aidé, mon épouse, des gens qui m'ont aidé à créer une association, etc. Enfin, c'est hyper énergivore au départ, parce qu'en fait, on a cette ambition de le faire, mais on ne sait pas si on va réussir à le faire. Et quand on entend tous les gens autour de nous, il n'y en a pas un qui va te dire que c'est possible. Donc ça, c'est assez délicat de se dire, mais j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit que je vais pouvoir le faire. Par contre, toutes les autres voix autour, quasiment, me disent que c'est impossible. Et donc, voilà, c'est la persévérance et le fait d'être un petit peu têtu, justement, ça permet de repousser les limites, je pense. Elliot, je crois que tu avais encore une question? Non? Chiara. Comment vous sentez-vous quand vous courez pour une compétition? Alors, ça dépend de la compétition, ça dépend de la force et l'intensité de cette compétition, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, moi, je suis vraiment un compétiteur et en fait, je m'entraîne pour ça, pour les compétitions. L'adrénaline que ça comporte. Quelques minutes avant le départ, t'as peur, tu doutes, voilà, t'es pas bien. Et puis en fait, une fois que le départ il est donné, en fait, c'est là où t'es dans l'excitation, tu vas tout donner, etc. Donc du coup, voilà, ça dépend, mais en tout cas, l'euphorie de la compétition est exceptionnelle et c'est quelque chose que je redoute presque le jour où j'arrêterai ma carrière, c'est de se dire, voilà, il manquera sûrement cette petite étincelle. Donc, mais on parlait tout à l'heure des Jeux, avoir couru à Tokyo, avoir couru à Paris, j'ai des flashs dans la tête qui partiront jamais en fait. C'était tellement incroyable que c'est pour ces quelques petites minutes-là de summum, on va dire, qu'il faut passer autant d'heures, de jours, d'années de souffrance et d'entraînement dans la difficulté pour connaître ces petites minutes-là. Mais ça vaut tout l'or du monde. J'avais une autre question. Alors, vas-y. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Manon. Vas-y. Quelle est votre discipline préférée dans le triathlon? Alors, discipline préférée dans le triathlon, je dirais que ça reste la course à pied. Parce que c'est facile de courir. Peu importe où tu es, peu importe quelle heure il est, c'est facile d'aller courir. La natation, ça reste un peu plus compliqué parce qu'il faut forcément que la piscine soit ouverte. Et voilà, il n'y en a pas des piscines partout, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et le vélo, c'est assez compliqué parce que ça te prend quasiment une demi-journée. Moi, un entraînement vélo, en moyenne, c'est 3 heures. Donc 3 heures, tu vois, c'est soit une matinée, soit une après-midi. Donc ça prend beaucoup de temps. Vraiment, l'idéal de la course à pied, c'est qu'en 1 heure de temps, tu as fait vraiment ta séance, tu t'es charbonné, tu vois, tu t'es vraiment rentré dedans. Et 1 heure, c'est rien, quoi. Donc voilà, petite préférence pour la course à pied. Mais encore une fois, ce que j'adore dans mon sport, c'est que c'est la polyvalence, c'est 3 sports en un et que finalement, t'as pas toujours l'impression de faire la même chose. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il va à la piscine, même quand il fait très froid, et à la piscine dehors. Si vous connaissez l'île La Croix. Ouais, bassin de 50 mètres extérieur, donc... Nous, on le regarde, on est en manteau, on est gelé. Et ben lui, il peut pas être en manteau dans la piscine. Bah non. Donc, c'est vraiment encore plus de courage. Ouais, le triathlon, en fait, c'est voilà, comme le foot et tout ça, hein, c'est des sports outdoor. Donc, c'est super bien quand il fait beau et tout ça, on a envie de rester à jouer tout le temps. Par contre, quand il fait vraiment froid avec du vent et de la pluie et tout ça, c'est moins cool. Mais effectivement, du coup... moi, j'ai un sport que je surkiffe, on va dire, de avril à octobre. Et j'aime un peu moins de novembre à mars parce qu'il fait froid et il pleut. Et bon, on habite aussi accessoirement en Normandie, donc c'est peut-être pas forcément le mieux pour faire du triathlon. Qu'est-ce que tu te dis pour franchir le pas? Tu sais, parfois, quand on a froid, on essaye de trouver des motivations. Tu te dis, j'ai pas le choix, tu te dis... En fait, c'est compliqué d'y aller, mais une fois que c'est fait, tu te dis, job is done, voilà, c'est fait. Et en fait, si jamais vous voulez aller vraiment dans le haut niveau et que vous voulez essayer d'en faire votre métier, en fait, ce métier, c'est de faire le job.
Et peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes, si vous n'êtes pas à 100%, alors on n'est pas à 100% prêt physiquement et mentalement tous les jours. Il y a des moments où on a un peu moins envie, on a un peu la flemme, comme vous dites, les jeunes. mais en fait, il n'y a pas de flemme à avoir. Voilà. Il faut du talent, parce que de base, en fait, si vous voulez réussir dans vos disciplines respectives, si vous n'avez pas de talent, ça ne peut pas marcher. Voilà, il faut avoir le petit truc. Mais en plus du talent, il faut vraiment être hyper discipliné. Voilà, la rigueur, ça peut pas passer à côté. Si vous commencez à vous dire bon ça je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, bah en fait c'est la différence qu'il y aura avec vos adversaires directs, parce que eux ils le feront pas demain, ils le feront maintenant. Et ils le feront peut-être encore 10% de plus que ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes déjà dit oh non, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, ça saoule Ouais, tous. Non? Certains, non? Ah, c'est marrant. Parce que trop l'envie d'y aller, quoi. Parce que c'est important pour vous. Et qu'est-ce qui fait quand on n'a pas envie? C'est quoi? On a envie de rester à la maison tranquille ou... Ça peut être les conditions météo, justement. Qu'est-ce qui vous donne envie ou pas envie d'y aller à l'entraînement? Ah oui, c'est ça. Tiens, je me permets de donner le micro, sinon on va pas t'entendre. Redis-nous. C'est d'être titulaire indiscutable et gagner ma place en équipe. T'as quel poste? Il y a le challenge. 6, 8 et 10. Ok. Donc ouais, c'est un poste où ça court un peu. Oui, ça va. Faut du cardio, quoi. Ouais, et puis il y a de la compétition, au final. C'est vrai que si tu fais pas tes entraînements, si tu ne montres pas que c'est toi le meilleur, bah, au final, c'est un autre qui va prendre ta place. Faut occuper le terrain, quoi. Mais cette année, j'ai jamais eu la flemme. Ah, c'est bien. C'est très bien. Tu veux poser une question? Est-ce que votre âge, c'est un peu comme une gêne? À mon âge, c'est ce que ça faisait une gêne? Oui, par exemple, il y en a que vous allez courir contre des gens qui ont 30 ans, 25 ans, et vu que vous avez Ah oui. 40 ans, est-ce que c'est une gêne? Ah ouais. Là, tu vois, c'est une bonne question que tu me poses, parce que en fait, sur le papier, dans mes cheveux, je vois bien que j'ai 40 ans, tu vois. Mais dans ma tête, en fait, j'en ai 25. Je me vois pas vieillir. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on recule le processus de vieillir, mais bah, tu vois, quand je vois mes enfants grandir, je me dis, mais en fait, j'ai pas l'impression, c'est comme si c'était hier. Et c'est une bonne question, parce qu'en fait, physiquement, aujourd'hui, je me sens pas spécialement non plus vieillir. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est moi le plus vieux et ils sont tous plus jeunes à côté de moi, tu vois. Donc là, en fait, je rentre dans un processus où ça m'excite aussi de potentiellement continuer à battre des plus jeunes, tu vois. Parce que sur le papier, je dois commencer à moi être moins bon. Et donc aujourd'hui, j'aurais très bien pu partir en 2024 en étant au sommet de ma carrière, en disant bah voilà, j'ai gagné l'or à Paris, c'était la course que je devais à tout prix gagner, et maintenant terminé, j'arrête, quoi. Mais parce que justement, j'avais ce sentiment d'en avoir encore un petit peu, et que peut-être que la plus dure des médailles, justement, elle va arriver là, maintenant, à Los Angeles. Sortir de ma zone de confort, tu vois, peut-être dans les 2 prochaines années, là, je vais être le plus challengé possible par ces jeunes qui vont être plus jeunes que moi. Et ben en fait, je me dis là, c'est maintenant, en fait. Et puis, je veux pas de regrets. Et puis, si je tombe sur plus fort, bah voilà, c'est le jeu, tu vois, c'est le sport. Mais celle que je devais gagner à tout prix, c'était en 2024. Et 2028, c'est un nouveau challenge, le dernier challenge, tu vois. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Est-ce que tu pourrais regretter? Non, pas. Est-ce que tu te prépares aux deux déjà? Est-ce que tu te prépares à encore gagner? Et est-ce que tu te prépares aussi à perdre et à comment tu vas le vivre? Ah, mais je me prépare clairement pour gagner, ça c'est sûr. Je prépare pas un échec. Tu prépares pas l'échec? Je prépare pas d'échec. Maintenant, il faut réfléchir à toutes les alternatives et ne pas aller à Los Angeles. Ça peut aussi être une alternative, ça peut être une mauvaise blessure, ça peut clairement ne pas être qualifié. Donc voilà, dans le sport, on le voit, l'Italie hier, ils ne sont pas réussi à se qualifier pour le mondial. Quand on voit la nation que c'est en foot, voilà. Donc, ça fait mal, ouais. Donc voilà, dans le sport, il faut être, comme je l'ai dit, très confiant, etc. Mais il ne faut pas minimiser les adversaires. Il faut pas, voilà, il faut rester droit dans sa ligne et voilà, et analyser ce qui se passe. Ouais. Il y a quand même une prise de recul tout de même sur bon bah voilà, je dois faire le nécessaire pour y arriver, mais tu peux être conscient aussi que ça peut être beaucoup plus difficile, beaucoup plus... Bien sûr. En fait, l'avantage d'être un athlète comme moi à 40 ans, c'est qu'on sait ce qu'on a fait, on sait jauger l'adversité, on sait soi-même ce qu'on a à faire pour être au top niveau. Et donc voilà, et c'est plusieurs curseurs que tu peux actionner en se disant bon bah voilà, l'idéal c'est ici, mais peut-être ça sera un tout petit peu en dessous, un petit peu en dessus, mais
Mais voilà, grosso modo, je vais pas révolutionner, moi, en 2 ans de temps, ma pratique. Ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Donc, voilà, on va affiner à peu près pour être le meilleur possible. Mais en composant avec l'âge aussi, forcément. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on en fait toujours plus, au final? Alors, le risque, Le c'est challenge étant encore plus élevé. Le risque, c'est de ne pas en faire beaucoup plus, parce que D'accord. effectivement, on a toujours envie d'en faire plus pour rester au top. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que quand vous êtes déjà dans le rouge, aller trop dans le rouge, ça peut être synonyme d'explosion mentale, physique, pépins, blessures, etc. Donc, voilà. Connaître ses limites, quoi. Exactement. Faut Vous avez essayer. déjà été blessé dans le cadre du sport? Oui. Et parce que vous en avez fait trop ou parce que vous n'avez pas fait comme il fallait, manque d'entraînement, vous savez pourquoi? Je me suis ouvert au jeu pendant tout. Ah ouais, d'accord. Mais c'était pas manque de préparation. Toi aussi? Ça peut vite basculer, quoi. Mais c'est le jeu du sport aussi. Ah bah oui, il faut composer avec. Voilà, il faut bien écouter les coachs. Quand on vous dit aussi c'est le moment de boire, c'est pas en train de faire autre chose. C'est voilà, l'hydratation est très très importante. L'alimentation, l'hydratation, enfin voilà, c'est des petits trucs. Aujourd'hui, vous êtes très jeune, mais vous allez voir que vos corps vont encore énormément changer avec l'adolescence, etc. Et donc voilà, c'est des petits signaux sur lesquels il faut faire hyper attention, quoi. Un truc tout bête, quand vous faites pipi, si votre pipi est jaune, c'est pas bon signe. C'est qu'en fait, le pipi, il doit pas être jaune, il doit être clair, le plus clair possible. Donc s'il est jaune, c'est que vous êtes déshydraté. Si vous commencez à vous dire, tiens, j'ai soif, c'est pas normal. En fait, la sensation de soif, elle arrive déjà quand vous êtes déshydraté. Donc en fait, c'est naturellement à l'entraînement d'avoir une gorgée. Ça sert à rien de boire des litres d'un coup. C'est toujours une petite gorgée toutes les 10, 15, 20 minutes maximum. Voilà, il faut toujours essayer d'avoir le fond de la gorge le plus hydraté possible. Ils vont penser à toi la prochaine fois qu'ils auront soif. Par exemple. Tant mieux. Tant mieux. Vas-y. Est-ce que vous changez de prothèse en fonction si vous nagez, courez ou juste vous promenez? Alors ça, c'est une très bonne question. En 2017, en fait, quand je commence à être sportif de haut niveau, et ben en fait, à l'époque, en 2016, chaque athlète changeait de prothèse. Donc en fait, on fait la natation sans prothèse, parce que si jamais on se met des coups de prothèse, forcément, il n'y a personne qui sort de l'eau, on serait tous KO. Donc on n'a pas le droit de nager avec une prothèse. À la sortie de l'eau, on a toujours des gens qui nous donnent un coup de main à sortir de l'eau. Tu vois, on les attrape par les épaules et tout ça, on sort de l'eau. Et là, donc, soit les athlètes prennent une prothèse, soit ils prennent des béquilles, soit ils partent dans leur fauteuil roulant, soit dans le handicap, tu vois. Et donc, à l'époque, ils changeaient de prothèse. Ils mettaient une prothèse de vélo juste pour faire le vélo et ils changeaient pour faire la course à pied en dernier, une prothèse de course à pied. Et je me disais, mais en fait, c'est dingue parce qu'ils perdent du temps. Le triathlon, c'est le plus vite possible. Donc, si jamais tu commences à mettre des chaussettes, si tu commences à faire tes lacets, tout ça, c'est perdu, en fait. C'est du temps perdu bêtement. Donc, tu essayes d'être le plus rapide possible et puis tu vas, perdre du temps à faire des lacets. C'est bête. Et donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais si je suis capable de courir avec une prothèse, je dois être capable de pédaler aussi avec, tu vois. Et donc, en fait, avec mon prothésiste, on a réfléchi à ça et donc, on a créé une espèce de cale-pied, tu vois, une coque en carbone, où en fait la lame pour courir, elle vient se glisser dedans. Et donc en fait, j'ai plus de changement de prothèse. Donc je sors de l'eau, je mets ma prothèse de course à pied, je fais le vélo avec, je fais la course à pied avec, et là j'ai plus de changement de prothèse. Et donc en 2017, j'étais le premier à faire ça, et forcément, vous imaginez bien que j'ai gagné les courses. Et donc à l'hiver 2017, début 2018, tous mes adversaires, ils ont tous copié ça, quoi. Aujourd'hui, ils font tous la même chose. En fait, t'as pas de chaussures au bout, quoi. On n'a pas de chaussures au bout, voilà. Et donc, en fait, ça veut dire que quand je fais des courses de triathlon, par exemple le triathlon de Deauville, le triathlon de Rouen, ou peu importe, n'importe où, je fais ce triathlon-là avec des triathlètes valides. C'est moi, généralement, le seul avec une prothèse. Et en fait, à ce moment-là, de descendre de vélo et de commencer la course à pied, c'est moi qui ai le meilleur temps. Parce que les mecs, ils ont 2 pieds à chausser, alors que moi, j'en ai qu'un seul. Donc ça, c'est cool. Ça pèse combien? Une prothèse, c'est une jambe classique, on va dire. Là, tu peux nous montrer, du coup? Ouais. En moyenne, c'est 3,5 kg, quoi. Ouais, quand même, hein. En fait, vous avez vu, la partie colorée, là, donc c'est le bout de jambe qui me reste, donc ce qu'on appelle le moignon. Et donc le restant, c'est le tube et donc le pied qui me permet de marcher. Alors, il y en a certains, ils s'amusent, non. Il y en a beaucoup qui sont gênés par le regard, justement, je vous en parlais, des gens. Et donc, en fait, ces prothèses-là, il y a moyen de faire des fausses imitations de jambes. En fait, on vient mettre un peu de mousse pour imiter qu'il y a un mollet. Et ça, c'est pareil, on fait couleur chair pour que ça ressemble un maximum à une jambe. Mais du coup, moi, en fait, le regard des autres, j'en ai tellement rien à faire qu'en fait, justement, je préfère être en mode robot.
un peu, tu vois, vraiment le tube apparaît, qu'on puisse voir vraiment le tube et tout. Et souvent, les petits-enfants encore un peu plus jeunes que vous, bah, forcément, quand ils voient ça, ils se disent « ouais ». Et en fait, moi, je dis « bah ouais, c'est un peu une jambe d'Iron Man ou tu vois, de robot et tout ». Et donc, en fait, les enfants, ils trouvent ça assez stylé et voilà, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. Vous trouvez ça impressionnant? Oui. Stylé? Stylé, ouais. C'est mieux, non? Oui, c'est stylé. Alors moi, je peux marcher dans le feu, j'ai pas mal. Hein. J'ai pas mal. Est-ce que tu ressens des fois ta jambe? Oui, bah, je sens totalement tout. En fait, ce qui est dingue, c'est que, vous voyez, dans mon cerveau, j'ai totalement intégré le fait d'être amputé parce que maintenant, ça fait quelques années. Mais en fait, je suis capable de vous dire si je suis sur le talon, si je suis sur la pointe de pied. Il y a même des moments, en fait, j'ai les doigts de pied qui me picotent. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Donc voilà, en fait, je conduis une voiture avec la pédale, je sens la pédale, si j'appuie fort ou pas, voilà, je freine normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est cool. J'ai une deuxième question. C'est laquelle des courses que vous avez fait que vous préférez? Que vous avez préféré? Est-ce que c'est forcément une victoire? Bah Oui, quand même. Et les deux courses un peu plus mythiques, ça reste justement le triathlon de Deauville, parce qu'il y a 4 ans à peu près, il y avait 1500 personnes au départ de cette course-là. Et donc moi, je suis le seul paralympique avec une prothèse. Et en fait, forcément, cette course-là, je ne suis pas censé la gagner. Hein, et en fait, je l'ai gagnée. Donc imaginez, j'ai été plus vite que 1500 personnes avec un bout de jambe en moins, quoi. Donc ça, c'était pour moi une belle victoire. Et puis forcément, les Jeux de Paris, parce que voilà, toute la féerie qu'il y a eu autour et étant porte-drapeau, ayant annoncé que je gagnerais cette course-là, tu vois, je me suis vraiment mis une pression supplémentaire en disant que je gagnerais cette course-là. Donc les Jeux de Paris, voilà, c'était magique. Ça a changé ta vie? Et ta vie aussi publique? Un petit peu plus, je pense, en termes de notoriété, un petit peu, oui, je pense. Mais en fait, c'était un strike. J'ai fait un strike à Paris. J'ai été présent en amont sur des publicités, etc., machin. J'ai quand même endossé le rôle de porte-drapeau qui prend quand même une charge supplémentaire où tu es un peu le capitaine de l'équipe et tout ça. Et puis voilà, en disant à l'avance que je gagnerais la course, fallait quand même assumer, quoi. Et non seulement je l'ai gagné, mais en plus je l'ai écrasé cette course. Donc voilà, énormément de fierté à avoir coché tout ça. Ce strike était monumental, quoi. Donc c'est cool. Ça fait combien de temps vous faites cette discipline? Le triathlon, j'ai commencé en 2015 au départ. La difficulté au départ, c'est comme je te disais, les prothèses de sport, c'est pas pris en charge. Donc la prothèse pour courir, la prothèse de vélo, tout ça, il fallait sortir les sous en fait. Et la grande surprise, c'est que quand je reçois le premier devis de mon prothésiste, c'est un peu plus de 15 000 €, quoi. Donc 15 000 €, tu commences à te dire je veux être un champion. En tout cas, je vais essayer d'être un champion, mais il faut trouver 15 000 €. Et on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut en vivre ou pas. Il n'y avait aucune certitude, en tout cas, pour que ça puisse marcher. Et donc, il fallait en plus sortir de l'argent, quoi. Donc, au départ, il faut être hyper motivé, quoi. Question. Quel est votre premier club en triathlon? Mon premier club en triathlon, c'est Yvetot Triathlon, parce que en fait, j'habite Yvetot, moi, tu vois. Donc, j'ai été au plus près. Et c'était cool, mais ça restait un club où finalement, il n'y avait pas d'accompagnement possible, il n'y avait pas de coach. Donc en fait, j'ai fait une année comme ça, et à la fin de l'année, en fait, la fédération m'a dit voilà, il faut se rapprocher d'un club avec une plus grosse structure, avec des capacités justement d'entraînement. Et donc c'est là où j'ai franchi la porte du Rouen Triathlon, où j'ai rencontré mon entraîneur d'aujourd'hui encore, et où on a énormément structuré les choses, et forcément mon niveau n'a fait que progresser, quoi, parce que sans entraîneur, on a beau avoir la rage, mais si on n'a pas les compétences et les connaissances suffisantes, on fait des bêtises, quoi. Est-ce que tu vas souvent l'équipe de France? Écoute, l'équipe de France, on se réunit sur quelques courses dans le calendrier, on a quelques rassemblements. Là, on a eu un rassemblement fédéral en début d'année pour justement faire un peu la com et tout ça. Et puis voilà, on se suit forcément mutuellement sur les réseaux, les résultats de chacun et tout, quoi. On a une très belle fédération avec vraiment des
des athlètes comme rarement on a eu. Et je souhaite que cette fédération perdure sur des aussi bons résultats, mais là, ça va être compliqué parce que c'est très très bon en ce moment-là. Ouais, très bon niveau. Ouais. Et est-ce que c'est important de s'entraîner justement avec les meilleurs nationaux? Parce qu'on pourrait imaginer, comme c'est un sport quand même individuel, d'être un peu parfois isolé. Est-ce que du coup on a besoin quand même de se retrouver Ça, j'ai envie de te dire, ça dépend des profils et des tempéraments. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un effet de groupe pour justement en profiter et sortir de sa zone de confort. Et puis t'en as d'autres, un peu comme moi, qui finalement sont tellement habitués à être seuls en permanence que du coup, oui, voir du monde, ça fait du bien, ça change un peu de la monotonie, mais finalement, j'ai pas non plus spécialement besoin de quelqu'un pour aller au charbon. Donc ça, c'est un peu propre à chacun en fait. Mais beaucoup aujourd'hui d'athlètes sont en pôle ou en structure ça permet effectivement d'avoir de l'émulsion et tout ça. Et puis t'es entouré. On Exactement. parlait aussi de l'importance d'être entouré. Parfois, dans le sport, on peut aussi être un peu isolé. Et il faut quand même retrouver un peu de force pour pouvoir y retourner, pour pouvoir aussi... On peut avoir des doutes, j'imagine. Parfois, tu dois te dire, est-ce que j'ai raison de continuer? Ça, c'est la force d'un groupe. Et moi, c'est vrai que quotidiennement, je m'entraîne globalement souvent très seul. Et en fait... comme je suis un peu un électron libre et que j'en demande toujours plus, en fait, je n'ai pas spécialement le souci de me poser la question, en fait. Moi, je vais souvent de l'avant, en fait. Je me pose pas trop de questions. Et en fait, je sais que j'arrive à un âge où maintenant, il faut plus se poser de questions, il faut y aller. Et justement, pour pas avoir de regrets dans pas longtemps, il faut y aller. C'est ça. 2 ans, ça paraît énorme, mais à la fois, c'est un sprint final, quoi. Là, moi, 2 ans, c'est rien, et donc, je me pose plus de questions, là, il faut y aller, quoi. Est-ce qu'il y a un âge en particulier où il faut y aller? Est-ce qu'on se dit, par exemple, à 10 ans, on doit avoir trouvé son sport fétiche? Est-ce que t'as des enfants qui sont super doués tout petits, tu vois, qu'ils ont un talent, t'en as d'autres, ils n'ont pas trouvé, et ils se disent, du coup, moi, j'ai déjà 10 ans, j'ai pas trouvé, donc en fait, je deviendrai jamais... Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait? Non, mais... Peut-être tous poser la question à un moment donné de se dire, est-ce que finalement je vais aller loin ou pas? Non, il n'y a pas de règle. Il y a encore pas longtemps, dans Stade 2, il y avait le profil d'un gars qui va être sur le point d'intégrer la NBA, là. Et il faisait du foot jusqu'à 17 ans, je crois. Et en fait, en 3 ans de temps, le mec, ça va presque être une star. Enfin, pas une star, mais en tout cas, un très très bon joueur de basket. Il y a vraiment des athlètes qui se révèlent sur le tard, en fait. Donc, moi, je préconise dans un premier temps, en fait, de s'épanouir dans un sport. Parce qu'en fait, avant de parler de haut niveau et de métier, etc., il faut déjà aimer ce qu'on fait. Si ça marche pas, si vous vous forcez à aller à l'entraînement tous les jours, ça peut pas marcher. Et puis, il faut être assez cool sur la pratique du sport, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, il y a aujourd'hui très peu de sportifs qui peuvent réellement en vivre décemment. Donc, à quoi bon miser tout et arrêter les études ou en tout cas pas trouver un métier pour juste essayer de mettre une carrière en route et en fait que ça marche pas. Donc voilà, il faut tempérer les choses, mais en tout cas, moi, il n'y a pas d'âge limite pour pouvoir essayer d'exceller en sport. Bien sûr que d'avoir un fond, une question de cardio, peu importe quel sport vous faites. Quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça, de l'explosivité, un peu d'endurance et tout ça, ça peut servir quoi que vous fassiez du foot, du judo ou des sports de raquettes ou autre. Ça sera jamais mauvais. Vaut mieux avoir fait un peu de sport et partir sur un autre sport plutôt que de jamais avoir fait aucun sport. Là, forcément, vous partez de moins loin. Donc, Est-ce que tout le monde court? Déjà, parce qu'on parle de l'endurance, donc c'est vrai que... C'est souvent le b.a.-ba, le fondamental, quoi. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez une performance d'une course que vous avez faite auparavant? Alors, je regrette pas spécialement parce qu'en fait, quand on a un échec, il faut savoir l'analyser, en fait. Et par exemple, tu vois, moi, mon dernier échec, c'est au Test Event de Tokyo. Donc, le Test Event, en fait, c'est la course des Jeux, mais 1 an avant. En fait, c'est une répétition générale pour les organisateurs, c'est une répétition générale pour les athlètes, pour que tout le monde, tu vois, soit entre guillemets prêt le jour J. Donc c'est. Et donc au Test Event de 2019, on est très peu de Français à aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à 2 semaines des championnats du monde. Et les championnats du monde, ça restait en 2019 le truc le plus important, tu vois.
Ce championnat du monde 2019, il comptait énormément pour la qualification. Donc tu vois, il y avait vraiment ce championnat du monde, il était listé en rouge, voilà, c'est l'événement de l'année. Sauf que moi, en fait, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'être champion du monde en 2019 ou est-ce que c'est d'être champion paralympique à Tokyo, tu vois? En fait, je voulais les deux. Mais ça, encore une fois, tu sais jamais trop à l'avance. Et donc, il y avait une prise de risque. Et cette prise de risque, je l'ai voulu la prendre. Parce que je me suis dit, mais en fait, nous, en triathlon, c'est tellement important de visualiser la course. Parce que c'est toujours natation, vélo, course à pied, mais tu sais jamais dans quel cadre. La natation, ça peut être en lac, ça peut être en rivière, ça peut être dans un fleuve, tu vois, comme la Seine. Le vélo, est-ce que c'est un parcours plat, est-ce que c'est un parcours vallonné, etc. La course à pied, la même chose, tu vois. Est-ce qu'il fait chaud, pas chaud? Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas? Est-ce que dans le pays dans lequel tu es? Et donc, en fait, pour toutes ces informations-là, je me suis dit, je vais au test event. Et ce test event, il m'a hyper servi parce que cette course-là, je l'ai pas gagnée. J'ai fait 2e. En fait, la partie natation a été annulée. Donc, ils ont fait un duathlon, course à pied, vélo, course à pied. Et là où j'ai perdu la course, en fait, c'est que je suis tombé. Parce qu'en fait, au Japon, il fait tellement chaud et tellement humide au mois d'août, mais vraiment, il fait très, très, très chaud. Tu transpires, mais vraiment, c'est hallucinant. Et en fait, dans mon dernier tour en vélo, en fait, j'ai la roue avant qui a tapé un petit peu un trottoir. On avait un demi-tour à faire et la roue a tapé un tout petit peu le trottoir. Et j'avais tellement les mains moites que du coup, j'ai glissé des cocottes. Et donc, en fait, je suis tombé. J'ai lâché le guidon et je suis tombé. Et donc, en fait, forcément, j'ai été déçu de perdre cette course-là. Mais là où ça m'a énormément servi, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais attention, humidité extrême, comment on appelle ça, l'antidérapant que j'ai sur mon guidon, il n'est pas assez bon. Il n'est pas assez antidérapant. Et donc, forcément, qu'est-ce que j'ai fait l'année d'après? C'est que j'ai changé cet antidérapant-là au niveau des cocottes pour ne plus glisser. Donc, en fait, on espère toujours gagner un maximum de compétition, mais quand la compétition n'est pas gagnée, il faut tirer les conclusions de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment l'autre en face qui était plus fort? Est-ce que c'est moi-même qui finalement était peut-être pas à 100% dans la concentration, dans l'effort physique, etc. Tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant de débriefer en fait. À chaud, forcément, on est hyper déçu, mais à froid, il faut se poser les bonnes questions, essayer de tout remettre à plat pour se dire, mais en fait, où était le problème, tu vois. Et ça, c'est un exemple concret en fait. Un schéma de course, mais un fait de course, mais qui a eu son importance. Et pourtant, ce truc-là, ça paraît tellement bête que tu te dis, il n'y a pas de raison que les mains elles glissent, quoi, tu vois. Ouais. Ok, d'accord. J'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez pensé à abandonner le sport après votre accident? Alors, j'ai pas du tout pensé à abandonner le sport après mon accident, parce que justement, je me doutais que le sport allait me remettre debout, en fait. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit, comme je vous ai dit, à plus ou moins haut niveau et tout ça. Mais voilà, j'ai commencé par le judo aussi, d'ailleurs, quand j'étais petit. Hein. Mais en fait, j'aime tellement ce que le sport il procure en termes de valeur, en termes de dépassement de soi, en termes justement de structurer les choses, que en fait, je me disais, mais cette frustration que j'ai vécue à être immobilisé sur un lit d'hôpital, ces souffrances que j'ai vécues à travers cet accident, en fait, je savais que ça allait me rendre plus fort derrière et que du coup, une fois que j'allais pouvoir me remettre debout, j'allais tout faire péter, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, il y a eu ton accident, peut-être comment ça s'est passé? Tu n'as pas tout de suite été amputé, je ne sais pas si tout le monde sait, mais ça joue forcément sur les décisions d'après. Ouais. En fait, moi, j'ai pas été amputé sur le coup, donc j'ai 24 ans. Donc, je suis maçon dans une petite entreprise où je fais beaucoup de travaux d'extérieur et tout ça. Et en fait, je suis aux commandes d'un engin qui me permet de prendre du sable, de la gravelle, tout ça. Donc, vous voyez, un espèce de gros godet devant là qui permet de piocher du sable et de la gravelle. Et en fait, il va y avoir une fuite hydraulique où en fait, je vais être basculé vers l'avant. Je vais sortir la jambe de l'engin parce qu'à l'époque, c'est un vieil engin qui n'était pas aux normes et il n'y avait pas de grille de sécurité, etc. Donc moi, je suis propulsé vers l'avant. Et donc pour rester aux commandes de l'engin, en fait, je vais sortir la jambe de l'engin. Et en fait, globalement, le godet qui permet de piocher, en fait, ça va se rabattre subitement sur ma jambe. Et donc, elle va être broyée. Je vais être très vite pris en charge par les secours. Et en fait, mon premier gros combat, c'est de sauver cette jambe. Parce que, imaginez-vous, à 24 ans, moi, il était impossible et inconcevable qu'on m'ampute. Parce que je venais d'être champion de France de full contact. Parce que à 24 ans, vous voulez croquer la vie à pleines dents et que vous voulez pas vous poser de questions. Et donc, voilà, c'est un gros coup d'arrêt.
Et en fait, ce combat, je vais le mener pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je vais avoir beaucoup d'opérations. Cette jambe, elle était là. J'ai eu beaucoup d'opérations. Et puis, au bout de quasiment 35 anesthésies générales, donc à chaque fois vous vous faites endormir pour guérir cette jambe, et ben en fait, je sais que cette jambe, elle est sauvée médicalement. Elle était là, elle était viable, hein, mais en fait, elle me permettait plus de courir. Mon pied pouvait plus bouger. J'avais beaucoup de soucis de mobilité. Et donc, je prends la décision de me faire amputer. Voilà. Donc, c'est une décision qui est pas simple. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour essayer de rééduquer cette jambe finalement qui était morte. Et donc, à la suite de ça, voilà, je me fais amputer. Et sur ce lit d'hôpital, justement, ma femme va avoir cette phrase un peu choc de me dire « Mais tu as l'occasion de repartir à zéro, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire ?» Et moi, en fait, j'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau. Enfin, j'ai toujours, quand j'avais vos âges, moi, j'aurais voulu être prof de sport. Sauf que j'étais un tout petit peu feignant pour aller à l'école, en tout cas pour apprendre assez bien à l'école. Et je m'ennuyais sur une chaise d'école. Et donc, j'ai pas été prof de sport, mais c'est vraiment le premier métier que j'aurais voulu faire. Et donc, voilà, je suis parti dans la maçonnerie, etc. Mais en fait, au fond de moi, j'aurais vraiment voulu être sportif. Et donc, cette occasion-là, je vais la saisir. Et aujourd'hui, je suis très content. La vraie question, finalement, que je me pose à moi-même, mais que peut-être quelqu'un aurait voulu me poser, c'est quel triathlète j'aurais été avec 2 jambes. Parce que là, finalement, j'arrive à être plutôt pas mauvais avec une prothèse. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec 2 jambes, ça quelqu'un qui a posé la question à ChatGPT il n'y a pas longtemps. Et alors, ça répond du quoi? Ça répond quoi? Ça répond que normalement, j'aurais été capable d'être en équipe de France voilà, et de prendre des courses, des départs de courses. Ouais, c'est rigolo. Mais bon, voilà, ça, on le saura jamais. Par contre, le rêve de devenir prof de sport. Ouais. Pourquoi pas après Alexis le grand champion? Ouais, non, je sais pas. C'est quoi la suite? Bah, j'en sais rien. On sait pas. Oh, non, je sais pas. La suite, c'est qu'il y a encore 2 ans de et on dur se concentre là-dessus. Exactement. Il n'y a pas de place à la réflexion en ce moment-là sur ces sujets-là. Je suis pas inquiet de mon avenir entre guillemets professionnel. Je sais que je serai en capacité de switcher quand il faudra switcher. Mais là, c'est voilà, le défi est assez haut à relever de Los Angeles pour avoir autre chose à penser à côté. Pas de focus. Ouais. Et tu es resté là en Normandie sur le territoire. Est-ce que tu aurais pu être mieux accompagné ailleurs? Mieux accompagné, je sais pas, je pense pas. Maintenant, oui, moi je suis très attaché à mes racines, à mon territoire normand. Il y a forcément des régions un peu plus propices pour avoir des meilleures conditions pour s'entraîner en triathlon. Mais moi aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre ici et de temps en temps j'avoue sortir un tout petit peu de la région pour aller chercher un peu de soleil, surtout sur les périodes hivernales. Mais non, je prends beaucoup de plaisir à être ici et par exemple cet été je cherche même pas à partir en stage ailleurs, je reste ici sur mes terres normandes, quoi. Très bien. Ce parcours dans le triathlon, vous l'avez fait plus pour prouver aux gens que vous en étiez capable ou plus pour vous-même? Bon, en fait, de base, c'était pour moi, vraiment un challenge personnel. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, ça rejoignait les deux, en fait. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui se sont rattachés à mon histoire, qui se sont rattachés à mon vécu, et en fait, pour qui potentiellement je suis devenu un peu un exemple, tu vois. Donc moi, ça me fait forcément plaisir, ça me touche, parce qu'en fait, moi, je suis un exemple que dans la vie, tout est possible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis parti de rien. Et en fait, j'ai monté des étapes, une marche par marche, entre guillemets. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, si vous avez au fond de vous une petite étincelle qui vous dit que vous avez des capacités, mais en fait, il faut y croire à 100%, quoi. Parce que je vous dis, en fait, c'est votre propre projet en fait, que vous construisez. Et personne autour de vous va être capable de le faire pour vous. Voilà, il faut y aller, quoi. À mon sens, il n'y a pas de regret à avoir. Il ne faut pas avoir de regret. Le plus gros regret que tu pourrais avoir, c'est de te dire « j'ai pas essayé de faire ». Je regrette de ne pas avoir essayé de faire, tu vois. Mais quand tu as tout mis et que finalement tu t'es rendu compte que c'était pas possible, c'était pas pour toi, c'est tout, tu vois. Il y a pas de... Mais moi, voilà, comme je l'ai dit, j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait que c'était possible, quoi. Voilà. Tu parlais du fait d'être un exemple. Est-ce que ça peut être pesant d'être un exemple? Non, parce que... au contraire, c'est ce qui te drive Alors, ça me drive pas particulièrement, mais en tout cas, ça me fait plaisir parce qu'en fait, encore une fois, je le fais pour moi, je le fais si ça peut aider des gens de le faire aussi pour eux.
Mais non, c'est pas pesant, au contraire, c'est glorifiant, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce pas que pesant. ça ouvre aussi la porte vers plus de visibilité du coup au sport para? Est-ce que quand on est porte-drapeau comme ça, on se sent un peu investi d'une mission? Ah bah, ouais, j'ai beaucoup milité pour ça, c'est sûr. Et après, voilà, je le revendique toujours haut et fort que on manque de mixité, on manque de visibilité, que ça aurait du sens de plus en plus de marier des fédérations entre elles, olympiques, paralympiques, qu'on puisse avoir des petites journées par-ci par-là où, je sais pas, Antoine Dupont viendrait faire du triathlon et que moi j'aille faire un plaquage avec Antoine et autres. Mais voilà, mais pour moi, en fait, je l'ai dit, hein, on apprend tous des uns des autres. Et en fait, c'est vraiment une bêtise de croire qu'on est plus fort que celui d'à côté. Vous seriez jamais plus fort que lui ou qu'elle sur plein de domaines. Alors, ça veut dire que peut-être, oui, sur votre domaine de prédilection, vous allez être plus fort, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, à côté de vous, ne va pas vous apporter autre chose autrement. Donc, en fait, il faut être hyper curieux. Des gens qui vous entourent, voilà, il faut essayer de se dire, bah, tiens, pourquoi lui, il est en train de faire ça, ou pourquoi... voilà, souvent, il y en a qui vont avoir des petites idées, des petits trucs que vous n'aurez pas forcément de vous-même. Mais forcément, souvent, si c'est un concurrent ou une concurrente en face de vous, bah, ils ne vont pas vous donner les astuces. Mais c'est à vous aussi d'être curieux et de se dire, bah, tiens, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose ou quoi, tiens, je constate que ça, c'est différent. C'est peut-être une bonne idée, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une autre question? Non. On a une athlète qui nous a rejoint. Fait de l'athlétisme. Hein. C'est ça. Je te laisse te présenter. Merci. Du coup, moi, c'est Jade, j'ai 16 ans. Je fais du demi-fond. Et du coup, j'avais une question à vous poser. Oui. À quel moment vous vous êtes rendu compte que finalement, votre handicap, c'était pas seulement une épreuve à surmonter, mais ça devenait votre force pour l'athlète que vous êtes devenu aujourd'hui? C'est une bonne question. En fait, qu'est-ce qui résume un vrai handicap? C'est quoi le handicap? En fait, on est tous handicapés de quelque chose. Par exemple, vous voyez, on prend un exemple, le lampadaire en haut, là, il vient de griller, là. Okay, il n'y a plus de lumière. Vous avez vu la hauteur? Je suis plus grand que vous, mais même moi, je ne suis pas assez grand pour aller dévisser cette ampoule et la changer. Vous êtes tous ici, en tout cas, je pense, valides, avec vos deux jambes, vos deux bras, etc. Moi, je suis censé être l'handicapé de la journée parce que j'ai une prothèse et une jambe en carbone. On est d'accord? Sauf que du coup, pour monter à cette ampoule, il va falloir monter à une échelle ou un escabeau ou quelque chose. C'est beaucoup trop haut. Sauf que ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le vertige. Le vertige, bah, c'est un handicap parce que vous n'allez pas être capable de le faire. Moi, j'ai pas de vertige. Aujourd'hui, je peux monter là-haut sans problème et j'ai pas de problème. Donc en fait, sur cette situation concrète, qui est l'handicapé de l'autre? Vous avec votre vertige ou moi avec ma prothèse? Bah, clairement, c'est vous avec le vertige. Vous voyez? Donc en fait, il y a plein de situations comme ça. Alors, je prends l'exemple de ça, mais il y a plein de situations concrètes où, en fait, l'handicap, ça ne veut rien dire. Pour moi, le vrai handicap dans la vie, c'est la barrière psychologique à essayer de sortir de sa zone de confort. Et là où on a le handicap, tu vois? Ah, j'ai le vertige, mais peut-être parce qu'il y a du monde ou peut-être parce que je vais essayer de sortir de ma zone de confort, là, exceptionnellement, je vais y monter sur cet échafaudage, tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Et donc, pour ma part, je l'ai dit tout à l'heure, quand sur mon lit d'hôpital, je dis voilà, je vais faire du triathlon et je vais essayer de faire les Jeux paralympiques, je rêve de Jeux de Tokyo et tout ça. Mais en fait, j'ai tellement des cicatrices sur le moignon et machin, et tellement c'est compliqué qu'en fait, personne me dit ouais, c'est une bonne idée. Tout le monde me dit non, c'est pas possible. Et voilà, et donc moi, je suis sorti très vite de cet objectif de me dire mais en fait, je vais m'adapter, en fait, je vais apprendre, je vais progresser, je vais faire des bêtises aussi, hein, parce que tout n'est pas toujours rose. Hein. Moi, j'ai vu des moments retirer ma prothèse de course à pied et avoir fait des ampoules monumentales avec du sang dans le manchon et me dire mince, j'ai voulu à tout prix courir aujourd'hui. Par contre, là, j'en ai pour une semaine à être en béquille parce que je peux plus marcher, quoi, tu vois. Donc en fait, on avance d'un pas, on recule de 2, et puis un jour on avance de 3 pas, on recule plus de 1, etc. Et donc tu vois. Un autre fait pour banaliser un peu le truc, aujourd'hui, tu as à peu près quasiment la moitié de la population française qui porte des lunettes. Des lunettes, c'est quoi? C'est des prothèses de vue. Ça aide à mieux voir.
Bah, moi, clairement, j'ai une prothèse qui m'aide à mieux marcher, entre guillemets. Et donc, en fait, si la moitié des Français, tu leur dis qu'ils sont handicapés parce qu'ils ont des lunettes, ils vont dire, bah, je suis pas handicapé, c'est juste des lunettes. Bah, moi, c'est juste une prothèse de marche, tu vois. Donc, en fait, voilà, je pense que le cursus du mot handicap, il est plus forcément associé en 2026. Enfin, c'est un peu... Et donc, en fait, comme je l'ai dit, on est tous un peu handicapés de quelque chose. Et donc, en fait, naturellement, c'est d'avoir l'aspect de bienveillance. Parce qu'en fait, on est tous différents les uns des autres. Parce qu'on a tous des tailles différentes, des poids différents, des couleurs différentes, des religions différentes, des croyances différentes. Enfin, tu vois. Donc, en fait, un minimum de respect fait que, bah, en fait, on est tous faits pour vivre ensemble naturellement et le mieux possible, en tout cas. Alexis, on a quand même parlé. Le prochain rendez-vous important pour toi, et puis bah, les Jeux Olympiques, quoi. Ouais. Les Jeux Olympiques, on en a énormément parlé. Les Jeux passent, et puis il y a comme un effet un peu... ça redescend, quoi. Et du coup, bah, on attend la prochaine session, quoi. Ouais, bah alors l'actualité pour cette année, en tout cas, c'est d'essayer de conserver ces titres européens et mondiaux. Donc ça serait la passe de 9, donc ça serait bien. Donc au mois de juin et au mois de septembre. Et puis voilà, à moyen terme, c'est oui la qualif pour Los Angeles avec voilà cette ambition de faire un petit rêve américain en espérant. Et puis voilà, il va se passer 2 ans, comme je l'ai dit, à la fois longue et à la fois très rapide, parce que dès l'année prochaine, on est dans le cursus de qualification pour les Jeux. Donc voilà, on est bien engagé dans les choses, quoi. Voilà. Et tu t'es créé finalement une autre ambition. Tu avais cette ambition qui était parisienne avec porte-drapeau, etc. Donc là, tu disais, là, c'est plutôt une histoire d'âge. Donc c'est montrer qu'arrivé à 40 ans, on est encore dans le game. Au final, c'est un peu ça. Ça va être ça ton Oui, bah, clairement, oui. Bah, déjà, je pourrais pas... et j'aurais pas envie de laisser la place pour les autres pour être porte-drapeau. Donc déjà, ça, c'est clair. Et puis voilà, effectivement, je pense que j'arriverai à un âge où là, je serai plus en mode... grand frère, et si jamais je l'ai fait déjà pour Paris, mais si vraiment là du coup des athlètes venaient me voir pour me demander un petit peu mon expérience des Jeux, pour essayer d'évacuer cette pression, hein, parce que ça reste une course à la fois magique, mais à la fois tellement stressante et envahissante qu'il faut voilà, essayer de remettre dans le contexte que ça reste quand même du sport et que voilà, il y a pas mort d'homme entre guillemets à malheureusement louper des Jeux, mais donc voilà, ce serait un peu dans cette idée-là effectivement d'être un peu le grand frère et le grand frère avec un couteau entre les dents pour aller arracher une dernière médaille, ça c'est sûr. Ça serait super. Ouais, ça serait bien, ouais. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Alexis? Alors, si ce n'est pas le cas, je vais vous demander de réfléchir à les 2 mots qui qualifieront cet après-midi. Et moi, je vais poser une question à Alexis le temps que vous réfléchissiez. Je voudrais juste que vous me disiez 2 mots sur cette heure passée avec Alexis, que ce soit sur lui, sur ce que vous avez ressenti dans cet après-midi, sur ce que vous avez appris. OK ? Et moi, Alexis, j'ai une question pour les 12 jeunes qui sont avec nous cet après-midi. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour eux, qu'ils soient sportifs, pas sportifs? Je sais que tu es attaché au fait de faire du sport. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de soi, le respect des uns et des autres. Enfin, voilà. C'est la minute, Alexis. Elle peut être plus longue si tu le veux. Mais voilà, sur toi, en tant que grand frère, Alexis, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes Normands? Bah, naturellement, ça se voit, ils aiment ce qu'ils font, donc déjà ça c'est l'essentiel. Moi, comme je vous ai dit, pour moi le sport c'est essentiel dans le sens où ça va vous construire en tant que futur homme, future femme dans notre société. Ça apprend les vraies valeurs. Il y a des règles effectivement, voilà. Si on fait pas ce qu'on veut. Et du coup, voilà, c'est aussi un moment de cohésion, de partage, parce qu'en fait, ça permet le sport. Pour moi, c'est le plus grand vecteur social. Ça permet de côtoyer des enfants pauvres avec des enfants très riches. Et en fait, accessoirement, ça, on oublie. Parce qu'on a tous, derrière le kimono, derrière le maillot, derrière n'importe quoi, la même envie de se dépasser. Et donc, en fait, on ne choisit pas d'où on est, on ne choisit pas ce qu'on va faire, etc. On fait avec les moyens des moments du bord. Mais en tout cas, le sport permet de mettre tout ça à plat. Et donc, voilà, en fait... la notion de bienveillance, de partage, etc., c'est vraiment des valeurs qui me sont, moi, très chères et que je retrouve dans n'importe quelle discipline et dans n'importe quel sport. Donc, voilà, soyez les mieux possibles, les plus gentils possibles et accessoirement les plus méchants possibles si vous voulez vraiment aller chercher de la compétition. Mais gardez en tête que faire du sport, ça vous apportera toujours. Et voilà, il faut essayer
de prendre du recul et de s'amuser, parce qu'il y a du sport loisir, il y a du sport de haut niveau, et donc vous choisirez dans quelle branche vous voudrez aller, mais je vous le dis, en tout cas, éclatez-vous, c'est ça le principal. Et pour la santé, Et accessoirement pour la santé, effectivement, c'est... mentale ou physique, c'est... Mental et physique, c'est ça. Si un jour vous êtes dans un job qu'on vous prend la tête toute la journée, vous allez voir, aller courir derrière, ça va vous faire du bien. Un mot, ou deux, ou même trois. Moi, je dirais de la découverte et aussi très passionnant d'avoir partagé ce moment avec vous. Moi, je dirais que c'était très intéressant aussi. Moi, j'aurais dit que c'était super et très intéressant aussi. Moi, j'aurais dit honneur, car d'être avec un athlète paralympique, c'est quand même un grand honneur. Moi, j'aurais dit une journée, enfin une après-midi sportive. Moi, j'aurais dit que j'ai appris plein de choses. Moi aussi, et que j'oublierai pas, je pense, parce que je suis très contente d'avoir pu vous rencontrer. Moi, magique, parce qu'il y a un grand athlète. Moi aussi, magique, parce que j'ai parlé avec celui qui a été 2 fois le champion paralympique. Moi, très intéressante, j'ai appris des trucs et ça m'a fait plaisir, quoi. Intéressant et de l'espoir. Motivant. Merci. Super. On se lève, on s'applaudit. Vous et Alexis, bravo. Merci Alexis. Merci à vous. Merci à toi. Et puis comme on a envie de garder du coup en souvenir, je vous propose qu'on fasse une photo tous ensemble. Et puis après que vous puissiez du coup avoir votre photo à vous pour pouvoir un peu se la raconter demain au collège. Ça vous va? Allez. Oh man, oh.